les questions communautaires dans les périphéries. En prenant l'exemple autour de Damas, Douma, il y avait le parti de Hassan Abdelazim, le parti socialiste, a tout de suite mis en place une communauté de coordination de quartier, les gens charbiers, il n'y a pas eu de dérapage. Voilà, parce qu'il y avait une expérience politique d'un parti, même c'est autour. Homs, la structure de cette ville a complètement changé. Quelques années auparavant, il y a eu un projet qui s'appelle le rêve de Homs. On casse complètement le centre-ville, on construit des tours et des terrains de golf en inspirant du modèle de Dubaï, chapeauté par un fonds bailleur de fonds qui vient de Dubaï et européen vers des zones commerciales, de malls, etc. Malgré la famille Ahraz, qui est plutôt la femme du président, qui étaient impliqués, mais le maire de cette ville, il est alaouite, Yad Razan. Le sentiment de commerçants sunnites est comme s'ils étaient en train de tout perdre. Pour arrêter, stopper ce projet, ils ont attaqué. La première manifestation à Homs, c'était on veut le chute de Yad Razan, le maire lui-même. Et bien sûr, pour donner, ils ont parlé plutôt d'un projet de reprendre leur place. La taille de Homs, je compare rapidement entre l'attaqué et Homs parce que c'est très intéressant. Et dans les deux, il y a quelque chose de similaire. Il y a des alaouites, il y a de migration. La taille de Homs, les migrations, ils sont là, installés. La taille de l'attaqué, les gens, ils vont travailler le matin, mais ils vont revenir à leur village le soir. Il n'y a pas un changement de structure, de commerce, de ce sentiment. Le port lui-même, que la famille qui le gère, c'est plutôt Houriye, et ce que je disais tout à l'heure, c'est le deuxième, le plus grand compagnie d'holding, c'est géré par Haytham Joud. C'est une grande famille sunnite. Donc on n'a pas ce sentiment qu'il y a eu d'agression. Tout de suite, on peut être vers le groupe armé. L'augmentation de prix de mazout, la ville qui avait profité de contrebande entre Homs et le Liban, ces gens-là, ils étaient arrêtés. Donc, ils ont pris les armes tout de suite, parce que c'est aussi de contrebande, de trafic. Ils ont pris les armes tout de suite pour libérer leurs camarades qui étaient arrêtés. Donc, on a un mécanisme qui est propre à chaque quartier. Donc, franchement, il faut regarder en détail, et c'est difficile de résumer ça en 12 mots. Moi, je réagis peut-être commencer sur la question de Rala. Je suis globalement d'accord avec ce qui a été dit. Je pense que c'est pas être soi-même, comment dire, communautariste ou confessionnaliste que de regarder en face les clivages confessionnels. Je vais juste réagir sur la question de la responsabilité et le discours de l'opposition. Je trouve que on ne peut pas comparer le discours actuel des frères musulmans avec les tracts qui étaient distribués à Alep en 1979. Ou alors il faut amener des preuves, mais moi je suis d'assez près les déclarations, les communiqués des frères musulmans, et je n'y trouve quand même pas grand-chose de vraiment inquiétant dans ce registre-là. Alors je sais peut-être parce qu'ils ne communiquent pas beaucoup dans l'absolu, donc... Mais je pense qu'on ne peut pas dire que c'est simplement que les frères musulmans sont les mêmes qu'il y a 35 ans, sans illustrer ça ou de manière un peu plus solide. J'ai même assisté à des sortes de réunions privées avec des gens des frères musulmans et j'avais été plutôt positivement impressionné parce que j'y entendais. Tu as dit ils veulent définir l'islam, etc. Alors, je ne dis pas que s'ils arrivent au pouvoir, ils ne le feraient pas, mais dans leur programme politique, ils disent explicitement l'inverse. Ils disent nous avons une interprétation de l'islam, mais nous ne voulons pas l'imposer à tout le monde. Alors, franchement, il faut arrêter là, monsieur Thomas, franchement, il faut arrêter ce discours. Non, mais j'ai pas dit. Akram va répondre. En politique, il y a vous pouvez dire que c'est pas sincère ce que vous voulez, mais je vous parle d'un document qui existe. Au moins, j'ai pu. Pardon. Mais l'Arabie Saoudite, c'est pas les frères musulmans, c'est pas la même chose. Ah bon, c'est pas la même chose. Non. Partout leur théorie est la même.
Monsieur, les applications sur les mêmes. monsieur, je vous en prie. L'Arabie Saoudite vient de déclarer que les frères musulmans. Que ce soit en Arabie Saoudite, Monsieur, vous avez. Ils appliquent partout la même théorie. Monsieur, s'il vous plaît. Donc nous faire Monsieur, croire, s'il vous plaît, c'est impossible. Je vous fais bien croire. Non, monsieur, je n'ai pas le droit à la parole. On m'a coupé la parole, donc je prends la parole. C'est tout. Chaque fois que je parle, vous me la coupez, monsieur. C'est quoi ces façons? Le débat est un débat démocratique. Alors laissez parler. Il n'y a qu'une seule et unique parole. Monsieur, on a le droit à la parole. Ou bien on ne vient pas. S'il vous plaît. Monsieur, on a droit à la parole ou bien on ne vient pas à ces débats. J'ai voulu parler, on me l'a coupé. Alors maintenant, c'est M. Thomas, il est seul à vouloir nous inculquer que la parole est frères maintenant musulmans aux est une deux théorie intervenants. démocratique. S'il vous plaît, on va écouter les deux intervenants qui ont à répondre à des questions et j'espère qu'il restera du temps en dehors des hurlements pour vos nouvelles questions. Thomas continue à parler et puis il y aura une réponse de Akram. C'est le tour des intervenants. Merci beaucoup. Je n'oublie pas que vous avez levé le bras et j'espère qu'on sera assez calme pour que vous ayez le temps de poser vos questions. Voilà. Puisque j'en suis aux frères musulmans, je pense qu'on reste quand même dans le sujet en disant qu'il y a quelques semaines, l'Arabie Saoudite a placé les frères musulmans sur une liste d'organisations terroristes. Donc ça montre qu'il y a quand même un petit désagrément entre eux, au minimum. J'ai pas dit que ça faisait des frères musulmans des libéraux démocrates, ça c'est un autre débat. Je pense que simplement, j'essaye d'amener des choses concrètes. Après, si vous avez d'autres éléments concrets, je serais très heureux de les entendre. Monsieur a demandé... Syrie et Égypte, évidemment, c'est pas du tout pareil. Les frères musulmans en Égypte ont été, depuis leur renaissance dans les années 70, ont pu mobiliser, s'organiser. Donc, en 2011, c'est une force sociale et politique considérable, alors qu'en 2011, les frères musulmans syriens n'existent pas à l'intérieur du pays. Ils sont tous en exil. Donc c'est pas du tout, c'est beaucoup plus faible que ça. Ils sont forts dans l'opposition en exil parce qu'ils ont toujours gardé bon, déjà, ils sont très nombreux en exil du fait des persécutions qu'ils ont vécues en Syrie, et ils sont toujours restés organisés. Donc, ils se mobilisent plus facilement dans ces structures qui représentent l'opposition en exil que les autres. Alors, le croissant chiite. Bon, la question chiite alaouite, effectivement, les chiites alaouites, ce ne sont pas du tout la même interprétation de l'islam. Il y a une lointaine origine commune, mais honnêtement, pendant des siècles, et c'est encore assez vrai aujourd'hui, les oulémas chiites du décimain ne considèrent pas vraiment les alaouites comme des bons musulmans, voire des musulmans, voilà. Il y a eu un rapprochement, bon, je ne vais pas entrer dans les détails au cours du dernier siècle, mais c'est quand même quelque chose d'assez pragmatique. Alors, ce fameux croissant chiite, bon, je pense peut-être éviter le terme qui est quand même un peu destiné à... C'est une sorte d'épouvantail, mais il y a... Ça reflète quoi? Ça reflète une expansion de l'influence iranienne dans les années 2000, en Irak après la chute de Saddam Hussein, où arrive au pouvoir, en tout cas domine des partis chiites dont certains sont proches de l'Iran, pas tous, mais enfin certains. Bon, le régime syrien qui est un allié depuis longtemps de l'Iran, le Hezbollah au Liban qui est aussi un allié de longue date de l'Iran et de la Syrie, mais dont le rôle s'accroît après le départ des Syriens. Donc voilà, ça reflète plutôt cette expansion de l'influence iranienne. Donc, est-ce que je parle maintenant du transnational? Oui. Voilà, donc j'ai parlé du discours confessionnel, comme, quand je parlais du régime, comme un instrument de sécurisation du régime. Bon, un discours confessionnel, ça peut être aussi un instrument de mobilisation. Bon, dans ce cas-là, il faut un discours confessionnel explicite. Il faut explicitement mettre en avant l'identité, les symboles, etc. Et c'est ça que je pense que l'opposition politique syrienne, hein, je parle bien politique, pas militaire, à mon sens n'a pas fait. Alors, il y a des gens, il y a quelques exceptions, des gens qui peuvent être ambigus dans leur discours, etc. Mais j'ai pas vu un discours confessionnel incendiaire dans le Conseil national ou dans la coalition. Ce discours de mobilisation confessionnelle, c'est quelque chose qu'on va avoir plutôt au niveau régional. C'est pour mobiliser des soutiens hors de Syrie, et en particulier dans le Golfe, donc pour mobiliser des donations. C'est là que vous... Et alors pour recruter des combattants étrangers à travers le monde arabe et dans toutes les régions du monde. Où là, donc vous avez ce qu'on peut appeler ce que d'autres avant moi ont appelé des entrepreneurs de cause. C'est des gens qui voient une cause et qui décident d'y investir. Des prêcheurs de
télévision, en particulier des prêcheurs salafistes dans le Golfe, des leaders djihadistes, hein, qui en 2011, n'oublions pas, sont dans une situation assez peu enviable, hein, ils se cachent pour la plupart, ils n'ont plus beaucoup de succès, et qui vont voir dans cette crise syrienne une manière de remobiliser les troupes. Et là, effectivement, l'argumentaire qui est mis en place, c'est le discours confessionnel incendiaire, et c'est des arguments typiquement religieux. C'est d'abord la défense des sunnites en danger, et puis c'est la lutte contre le chiisme. Alors c'est associé à l'Iran, à limite même plus que la lutte contre les alaouites. Pour deux raisons. Ce qu'il y a, c'est que, je veux dire, dans une vision transnationale, les alaouites, ça ne représente pas grand-chose. Je veux dire, il n'y en a qu'en Syrie et en Turquie. En plus, ils ne sont pas prosélytes. Donc, entre guillemets, il n'y a pas de menace d'expansion, à l'inverse du chiisme, qui est une religion prosélyte comme le sunnisme. Et puis, il y a le contexte du Golfe, qui est spécifique, où là, ça fait quand même une décennie, et même avant ça, depuis la révolution iranienne, qu'il y a un discours religieux qui s'est positionné contre l'influence iranienne et qui a mobilisé pour faire des références anti-chiites. Donc voilà, ça c'est la mobilisation sunnite. Alors je vais déclencher c'est pas mon but, mais je suis obligé quand même en tant que chercheur de vous présenter le fruit de mes travaux. C'est un phénomène qui est essentiellement le fait de réseaux privés, et dans lequel les États ont un rôle qui est... L'Arabie Saoudite n'appuie certainement pas les djihadistes. Alors je l'ai dit, voilà, vous en pensez ce que vous voulez, j'ai écrit pour le démontrer. Et alors, le Qatar, c'est plus compliqué, parce que, on va dire, si on compare à des gens qui misent sur des chevaux, l'Arabie Saoudite a un candidat depuis le départ. Même s'il n'est pas très bon, ils le soutiennent. C'est les militaires, c'est les gens politiquement modérés, qui n'ont pas d'ambition révolutionnaire, qui n'ont même pas vraiment d'ambition démocratique ou quoi que ce soit. Le Qatar, il regarde d'abord quel est le premier dans la course, et il va mettre son argent sur celui-là. Si c'est les islamistes, il n'y a pas de problème, c'est les islamistes. Mais je dirais que la mobilisation transnationale sunnite, c'est d'abord le fait de réseaux privés qui ont leur propre histoire et leur propre motivation. En face de ça, la mobilisation transnationale chiite, c'est quelque chose d'assez différent. C'est une mobilisation sur un argumentaire religieux aussi, qui est essentiellement la défense des tombeaux en Syrie, des membres de la famille du prophète, les compagnons de l'imam Ali enterrés en Syrie, mais c'est quand même des gens qui s'intègrent dans un projet étatique. Il suffit de regarder en Irak. En Irak, il y a un très grand nombre de milices chiites depuis l'époque de la guerre civile. Certaines sont, et elles ne sont pas toutes proches de l'Iran. On voit très bien que la mobilisation pour la Syrie, ça commence de manière très très claire et très massive dans les groupes qui sont les plus directement liés aux gardiens de la révolution en Iran, et pas de manière très très faible dans d'autres groupes comme les sadristes par exemple. Donc c'est clairement une mobilisation étatique de l'Iran qui met des effectifs au service de son allié syrien, qui est en grand danger durant l'année 2012. C'est très intéressant de montrer certaines choses. Je suis d'accord que je regardais en détail, bien sûr, le programme de Frères musulmans. Après la crise des 80, il y a eu un débat interne. J'ai vu des papiers politiques de qualité, ils détaillent leur programme de multipartisme, une vision de l'État. Mais il y a aussi des contradictions. Il y a encore un débat interne où ils ne sont pas tous d'accord. On voit très bien, Rachidi par exemple, que vous l'avez cité plusieurs fois dans vos travaux, il dit clairement qu'il ne veut pas un État laïque, il veut un État civil, donc il n'est plus du tout militarisé. Donc il y a quand même une différence de fond entre eux et certains gauches. Moun al-Homsi, qui, dès la première semaine, le régime a envahi le mosquée de Rabi al-Adawi à Daraa. Il y avait des hommes habillés en noir. Moun al-Homsi, il poste une vidéo sur YouTube, qui c'était un cadeau pour le régime, pour qualifier les hommes en noir, que c'était des combattants de Hezbollah. Voilà, il n'y a pas tout le monde dans le même groupe. C'était des exceptions que j'avais en tête. Oui, donc, surtout, je voulais résumer en 2 mots. Il y a eu une dynamique de création en plateforme, ça se trouve, pour répondre à Hada, que je regardais à peu près ces détails face au débat interne. Si on revient un peu vers l'arrière, qu'il y avait
une idée de création d'une plateforme, de communauté de coordination de forces démocratiques de l'intérieur, pour ne pas créer une dualité entre extérieur et intérieur, pour ne pas créer une dualité entre plutôt gauche, laïque et les frères musulmans. La création du Conseil national pour attirer le noyau dur vers les frères musulmans, quelques laïcs qui sont allés rejoindre, à mon avis, c'est non seulement un cadeau pour le régime, mais cassé une dynamique qui était très importante. Pour terminer, les frères musulmans aussi, ils ont cassé les dynamiques de déclaration de Damas en s'alliant à Khaddam. Donc voilà, il y a un papier politique qui c'était un avancé par rapport de leur programme des années 80. Certes, hein, j'espère qu'il y a encore de travail interne qu'on pourra remettre en cause. Malheureusement, ça s'est terminé par un envoi à l'époque en 1860, un envoi ottoman qui a fini par institutionnaliser, trouver des représentants de le quota communautaire qu'on a aujourd'hui dans l'État libanais. Est-ce qu'on est dans le processus? Je ne peux rien garantir, je ne sais pas. J'aimerais bien qu'éviter. Il me semble que ça va être le pourrissement. Tout le monde va être fatigué jusqu'à un moment où on va plutôt construire quelque chose de beaucoup plus positif. C'est mon espoir. J'ai l'espoir dans la société syrienne qui est vaccinée, qui a une autre histoire que le Liban. Peut-être je suis un peu optimiste malgré que les choses sont un peu difficiles. Et je vais répondre à votre question parce que je pense que c'est quand même important. Non, c'est pas « oh, c'est des sunnites ou c'est des chrétiens ». Que ce soit en Syrie sous les Assad ou en Irak sous Saddam Hussein, si vous vivez à Fallujah à l'époque, vous ne risquez pas un jour de vous prendre une napalm sur le quartier ou... alors que si vous vivez dans une région kurde... Merci beaucoup aux deux intervenants, merci à toute la salle. Je crois que ce n'est pas une conclusion, mais c'est aussi un appel à beaucoup d'écoute des uns et des autres. C'est la première chose que nous devrions faire, nous, à l'extérieur, pour penser, pour réfléchir et pour soutenir et pour faire avancer la paix si c'est possible en Syrie. Merci à tous. Merci à Ila Solier.